le plateau. Et on vous le disait déjà, Sirocco, il a une magnifique cravate cachemire. Oui, nous arborons sur cette cravate du violet aujourd'hui. Pourquoi? Nous arborons cette magnifique couleur parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Pas qu'une journée, tout un combat finalement. Et avec une thématique cette année, pour cette énième édition, nous parlons donc tous unis pour mettre fin à la violence numérique contre les femmes et les filles aussi. Pour en parler, nous recevons donc sur notre plateau Madame Nicole Nguema Metogo. Elle est présidente de l'ONG Agir pour le genre. Madame, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, d'autant plus que cette journée n'est pas qu'une simple journée, c'est un combat de tout temps. On ne peut pas se reposer sur ce genre de combat, mais avant tout, présentez-nous l'ONG Agir pour le genre. Alors, l'ONG, merci beaucoup pour l'invitation. C'est aussi un honneur pour moi d'être là avec vous ce matin pour parler de cette thématique-là qui me tient vraiment à cœur, d'abord en tant que femme et ensuite en tant que militante des droits fondamentaux des femmes. Pour revenir à l'ONG Agir pour le genre, il faut dire que c'est une ONG gabonaise qui existe depuis 2009 et qui a pour mission principale le renforcement des capacités. Renforcement des capacités des organisations de la société civile d'abord, ensuite le renforcement des capacités des acteurs étatiques. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons appuyé beaucoup de process donc, sur les lois, notamment les réformes. On a été au cœur des réformes de 2021. Et ensuite, nous avons conduit beaucoup de sessions de renforcement des capacités des agents des ministères sectoriels sur la prise en compte du genre, l'institutionnalisation du genre et la lutte contre les violences basées sur le genre. Nous avons appuyé l'adoption de la stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre qui a été adoptée en 2018 et qui pour l'instant est la seule stratégie qui organise ces questions-là. Et nous avons eu l'honneur de conduire l'enquête de 2016 sur les violences basées sur le genre. Donc voilà un peu en gros les missions de l'ONG et comment est-ce que nous contribuons à réduire ce fléau-là au sein de la société gabonaise. Vous dites un fléau. La journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Certains ont dit on sort d'Octobre Rose. Et là, vous ramenez maintenant une journée, toujours les femmes, toujours les femmes. Vous êtes sur le terrain, Madame Metogo. Vous vivez ces violences-là. Quels sont les visages que portent ces différentes violences que subissent les femmes? Alors, avant peut-être de répondre à votre question, je voudrais faire une petite précision. C'est de dire que, en réalité, les femmes ne sont pas les victimes exclusives des violences basées sur le genre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de violences basées sur le genre ou violences sexo-spécifiques. Ça veut dire que l'auteur peut être une femme ou un homme sexo-spécifique. Donc, c'est des violences qui opposent des personnes de sexe opposé. Et encore une fois, les femmes n'en sont pas des victimes exclusives. Mais cependant, lorsqu'on regarde les données, les chiffres, on se rend bien compte que les femmes sont celles-là qui sont le plus touchées par ce fléau. Les femmes sont celles-là qui sont le plus exposées, que ce soit au niveau de la sphère domestique ou au niveau de la sphère publique, à travers les questions de harcèlement en milieu professionnel. Mais pour autant, cela ne fait pas d'elles des victimes exclusives, comme je le disais. Parce que quelquefois, on a tendance à croire qu'on fait un gros focus seulement sur les femmes et qu'on néglige les hommes. Non. C'est des violences qui peuvent aussi bien toucher les hommes que les femmes, mais cependant, les femmes sont celles-là qui sont le plus exposées. Et aussi, les femmes sont celles-là qui ont ce courage de dénoncer, parce qu'on est dans une société qui est une société patriarcale, et on sait que le silence des hommes, l'ego qui fait que les hommes ne peuvent pas déclarer les violences dont ils sont victimes, c'est aussi le mauvais côté du patriarcat. C'est pourquoi aujourd'hui, on incite les hommes à briser le silence et à aller déclarer aussi
des violences, notamment les violences conjugales dont ils sont victimes. Mais malheureusement, c'est un gros travail parce qu'encore une fois, voilà, la société est faite de telle sorte que l'homme n'a pas le droit de se plaindre. Le tabou existe. Est-ce qu'on peut finalement briser ce tabou-là qui finalement est quand même un tant soit peu culturel, madame? Est-ce qu'on a la force de pouvoir briser ça? La société civile brise cela à travers des campagnes de sensibilisation et de déconstruction de ces stéréotypes-là. Parce que la douleur, le crime, le mal n'a pas de sexe. Vous êtes un homme, je suis une femme. Si votre intégrité physique est touchée, vous allez tout aussi bien souffrir que moi. Donc la douleur n'a pas de sexe. Mais encore une fois, on fait un focus sur les femmes parce que ce sont celles-là qui sont le plus exposées. Lorsque vous prenez par exemple l'enquête... Dès qu'on a placé les choses dans leur contexte, dès qu'on a précisé les choses comme ça, je reviens sur ces différents visages. Voilà. La violence, là, c'est quand on bouscule, quand on frappe. Comment elle se présente, cette violence sur le terrain? Alors, le principe, il est clair. En matière de droits humains, en tant que personne d'abord et en tant que femme, j'ai le droit à ce que mon intégrité physique, psychologique, sexuelle et même économique soit protégée. Ça veut dire que, parce que je suis une femme, vous n'avez pas le droit de porter atteinte à mon intégrité physique, psychologique, sexuelle ou même économique à travers voilà, le refus d'aller travailler, la confiscation des ressources, des choses comme ça. Et donc, de manière beaucoup plus concrète maintenant, c'est quoi les visages des violences faites aux femmes? On a des violences physiques, donc l'atteinte à l'intégrité physique, les blessures, les coups de poing, tout ce qui porte atteinte à l'intégrité physique. Nous avons les violences psychologiques qui ne sont pas moins importantes ou moins graves que les violences physiques ou sexuelles. Dans la mesure où, Madame Okom, il y a des femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas prendre la parole en public parce qu'elles ont passé toute la vie à être anéanties par le concubin ou le conjoint, ou même en famille. Si on vous dit tous les jours que vous n'êtes rien, finalement, vous allez entériner le fait et même que au vous travail. n'êtes rien. Et même au travail, il y a des personnes voilà. qui ne se gênent pas de dire à d'autres tu es nul parce qu'on est en face une femme. Exactement. Donc, il y a cette violence psychologique-là. Nous avons également des violences sexuelles. Alors, je vais m'arrêter 2 secondes sur les violences sexuelles. Les violences sexuelles, ça peut être un acte accompli ou pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un collègue qui, de manière assez répétitive, vous envoie des vidéos pornographiques, excusez-moi du terme, des vidéos obscènes, ou alors qui tient un certain type de conversation avec lesquelles vous n'êtes pas confortable et qui a trait à la sexualité, ça c'est une violence sexuelle. Donc la violence sexuelle, ce n'est pas seulement le viol. Et pourquoi je le dis? Lorsque j'ai supervisé l'enquête sur les violences faites aux femmes en 2016, à la fin, on avait un taux très élevé de violences sexuelles en République gabonaise, 92%. Les gens étaient horrifiés, ils étaient étonnés, ils étaient très étonnés. On disait, mais tant que ça, donc, tous les hommes au Gabon sont des violeurs, mais il a fallu leur expliquer que lorsque nous avons analysé la variable violence sexuelle, on a intégré tout ce que je viens de citer là. Donc, même le harcèlement sexuel aussi, le fait de harceler l'autre sexuellement, donc tout cela. Des compliments déplacés, les incivilités sexuelles, parce que quelquefois des mimiques. Des commentaires qui ne tiennent pas. Exactement. Donc, on a intégré tout cela. Donc, pour dire que la violence sexuelle, ce n'est pas seulement cet acte-là, voilà. Et aussi faire la différence entre le viol et l'agression sexuelle. Parce que quelquefois aussi, c'est un peu confus dans la tête des personnes. L'agression sexuelle, c'est une tierce personne, un monsieur ou je ne sais pas quoi, rentre là et vous fait des attouchements ou vous palpe d'une certaine manière, c'est une agression sexuelle. D'accord. Donc, il y a les violences sexuelles, on a parlé des violences psychologiques, des violences physiques. Nous avons également un type assez particulier qu'on appelle les pratiques traditionnelles néfastes. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pratiques traditionnelles néfastes? C'est parfois ces traditions-là qui sont néfastes à l'égard des femmes. La question, par exemple, du mariage précoce, Dieu merci, on n'en a pas ici. Le mariage précoce, forcé, et c'est un rite dans certaines ethnies où la petite fille doit coucher avec le grand-père ou avec... Enfin, voilà. Donc ça, c'est des pratiques traditionnelles néfastes. Et toutes les formes de dérive auxquelles on assiste quelquefois lorsqu'une femme perd son mari.
Donc tout cela, c'est des pratiques traditionnelles néfastes qui sont classées ou classifiées dans les violences basées sur le genre. Nous avons également les violences économiques. Alors, c'est quoi les violences économiques? C'est toute forme de privation de ressources. On a aujourd'hui des hommes qui vont épouser des femmes qui ont un certain niveau intellectuel, mais une fois que le mariage est scellé, il vous dit je ne t'ai pas épousé pour que tu ailles chercher l'argent. Je t'ai épousé pour que tu viennes à la maison, t'occuper de moi et t'occuper de tes enfants et de ta maison. Ça existe, hein? C'est pas... Voilà. Et donc ça, c'est une violence économique. Il y a également le fait pour certains hommes de confisquer des biens ou confisquer l'argent, même si on sait qu'entre conjoints légalement mariés, il n'y a pas de viol, il n'y a pas de vol, mais le fait pour un époux de confisquer soit la tontine de son épouse, il y en a qui le font. L'épargne, la petite cachette, ça c'est une violence économique. Je vais également vous surprendre en disant que le fait pour certaines femmes de détourner l'argent de la popote pour aller, je ne sais pas trop, cotiser à l'église, ce détournement-là aussi, c'est une forme de violence économique en couple. Ah, oui. Quand la femme parfois prend l'argent pour aller donner au pasteur. Exactement, voilà. Elle détourne. Parce que quand vous dites prendre, là je parle bien des situations où elle fait du détournement, c'est-à-dire que... Détournement de fonds, détournement à la maison. D'argent pour s'occuper. Voilà, quand elle récupère de l'argent qui est destiné à s'occuper de la maison, à alimenter la famille, et va déposer cela chez son pasteur, c'est une violence économique à l'égard et du mari et des enfants. Parce qu'il faut que les femmes le sachent. Oui, il faut que les femmes le sachent parce que ça, c'est du détournement. Même le fait parfois, et c'est des dérives que nous observons, parce que, vous savez, lorsqu'on parle de violence conjugale ou de violence basée sur le genre, surtout dans le couple, il y a beaucoup de causes. Oui. Il y a des femmes aussi qui vont faire du détournement, c'est-à-dire qu'elles vont prendre l'argent qui est destiné à des projets de couple pour aller s'occuper des problèmes de leur propre famille. C'est-à-dire qu'elles vont léser la famille qu'elles ont constituée avec leur époux pour privilégier un frère ou une sœur au détriment parfois même de leurs enfants et même du mari. C'est de la violence. Mais c'est de la violence économique, c'est du détournement. Je pense qu'aujourd'hui... Il y a des choses qu'on va... C'est du détournement. Donc c'est pour dire que le plus important, lorsqu'on communique sur ces choses-là, c'est vraiment de trouver le juste équilibre et d'adresser les manifestations du problème de part et d'autre. Oui. C'est-à-dire qu'on ne reste pas seulement focalisé, parce que cette femme-là qui va faire du détournement des fonds au niveau du couple, ça va rendre le mari nerveux et la conséquence, c'est quoi? C'est les violences. Si c'est quelqu'un qui n'a pas une certaine retenue, maîtrise de soi, comment est-ce qu'il va répondre? Il va répondre à cela à travers la violence. Voilà. Donc il y a ça. Il y a également un autre type de violences qu'on appelle les pratiques institutionnelles, enfin les violences institutionnelles. Encore appelées là je parle des lois discriminatoires. Alors les lois discriminatoires, c'est quoi? Ce sont ces lois-là qui vont discriminer une des parties. C'est-à-dire, auparavant, on avait par exemple cette disposition qui interdisait le travail de nuit chez les femmes. On avait également cette disposition-là qui interdisait à la femme, c'est-à-dire, si vous êtes affecté, vous avez une affectation parfois qui vaut, comment on appelle ça, promotion. D'ailleurs, vous n'avez pas le droit en tant que femme mariée de laisser votre domicile principal ou votre résidence principale pour aller dans une autre ville pour des besoins professionnels. Et quand vous exposiez à ça en tant que femme, le mari pouvait tout simplement faire constater par voie d'huissier et ensuite, vous étiez poursuivi pour abandon de foyer conjugal. Mais alors que c'était pour exactement. Mais quand un homme le faisait, c'était pas un problème. Donc c'est ce type de loi-là qui va restreindre l'accès à un droit ou la jouissance d'un droit vis-à-vis de la femme, par la femme, au détriment de l'homme. Donc des choses comme ça s'appelle les lois discriminatoires ou les violences institutionnelles. Quand vous évoquiez les différents types de violences et que vous êtes arrivé sur celle dite économique, j'ai eu un flash dans ma tête. Et je me disais,
Aujourd'hui, on a des générations, on traverse des ères et des époques où les générations sont de moins en moins, semblent être, je préfère le dire ainsi, semblent être de moins en moins travailleuses, surtout en parlant des femmes. Vous évoquiez le fait qu'un homme qui trouve une femme avec un background bien particulier sur le plan scolaire, par exemple, ou professionnel, l'épouse et lui demande de laisser tout ça parce qu'il ne l'aurait pas épousée pour qu'elle aille chercher du travail et tout ça. Nous sommes dans un cadre de violence économique, comme vous le disiez, quelque part. Mais cette femme-là, qui, elle, cherche à être juste femme au foyer, enfin, ne pas travailler, elle veut être dans la maison d'un monsieur qui a de l'argent. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas aller chercher les stages, les CDD, les CDI, elle n'est pas dans tout ça, elle ne veut pas être entrepreneur. Elle veut avoir de l'argent qui arrive à la maison. Comme ça, moi, comme certaines jeunes filles le disent, hein, pour moi, quoi, je m'occupe de la maison, je m'occupe tant qu'il me donne mon argent. Je vais aller chercher quoi dehors? Est-ce que nous sommes dans le même cadre? Parce que finalement, cette situation-là sied à la dame d'avoir juste un homme qui a des moyens et qui lui demande de s'occuper de la maison et qui va lui donner, parfois même on paye un salaire à ces femmes-là. Il y a des couples comme ça où l'homme décide que, bon, je te paye un salaire de 1,5 million et puis tu restes à la maison, tu fais ce que tu as à faire. Est-ce qu'on est dans un type de violence économique ou est-ce qu'on parle de violence économique lorsqu'il n'y a pas commun accord? Alors, tout est question de choix dans la vie. Si vous faites le choix en tant que femme, parce que la femme, elle est plurielle, hein? On n'a pas un seul type de femme. Les femmes, il y a des femmes pour qui l'équilibre familial vaut plus que tout. C'est-à-dire que sa priorité, c'est quoi? Ce sont ses enfants, ce sont ses maris, c'est son mari, c'est sa maison. Si de commun accord, comme vous le disiez tantôt, si elle s'accorde avec son mari en disant « Chérie, toi, tu vas travailler de l'argent, moi, je m'occupe de la maison », il n'y a pas de violence. Il n'y a pas de violence. La violence intervient lorsque le monsieur interdit à sa femme d'aller travailler, alors que celle-ci veut effectivement être active. Elle veut apporter sa pierre à l'édifice, elle veut être productive, entre griffes, parce que même le fait de rester à la maison et s'occuper des enfants, c'est une manière d'être productive, parce que c'est parce que les femmes sont à la maison et qu'elles accouchent que nous avons des entreprises qui fonctionnent, que nous avons des bureaux avec des gens, que la société tourne. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que du moment où ce choix, c'est un choix qui est fait librement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le problème survient lorsque la femme veut aller travailler, comme je le disais tantôt, elle veut être active, mais que le monsieur s'oppose à ce que cette femme-là puisse être active, puisse travailler. Mais lorsque cela est fait de commun accord entre les deux partenaires, il n'y a absolument pas de problème. Aussi, il est important de préciser également que ce n'est pas parce qu'une femme travaille et qu'une autre ne travaille pas que celle qui travaille est beaucoup plus, comment je vais dire, qu'elle est plus valable que celle qui ne travaille pas. Ça aussi, il faut qu'on le sache parce que même quand vous dites elle ne travaille pas, ça c'est un peu un abus de langage dans la mesure où ces femmes-là au foyer, c'est des femmes qui travaillent H24. Le fait de s'occuper des enfants, elles sont psy, elles écoutent, elles sont infirmières, elles assurent tout ce qui est aide aux devoirs, elles font à manger. Ça, c'est un travail. Malheureusement, aujourd'hui, au niveau de la société, cela n'est pas reconnu, ce n'est pas valorisé, mais c'est un travail. Et de quelle façon le numérique, puisque le thème de cette édition est axé sur les violences numériques, il ne nous reste plus beaucoup de temps malheureusement, de quelle façon le numérique vient exacerber cette violence-là de genre? Alors, ce qu'il faut dire, c'est que depuis quelque temps, il y a une montée en puissance d'une nouvelle forme de violence. Tout à l'heure, on a parlé des violences physiques, sexuelles, économiques, pratiques traditionnelles néfastes, mais nous n'avons pas parlé de ce type de violence-là aujourd'hui qui arrive avec la montée en puissance de l'outil numérique. Aujourd'hui, nous avons le revenge porn. Une femme, parce qu'elle décide d'arrêter la relation avec son compagnon, va voir sa nudité exposée sur les réseaux sociaux. Nous avons également, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, où quelqu'un va prendre votre voix, votre visage et va dire des choses toujours pas très commodes sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, encore une fois, la question du harcèlement, je pense, et ça, il va falloir que le législateur gabonais puisse s'y pencher
et prendre en compte la question du harcèlement dans la définition même du harcèlement par la loi. Parce qu'aujourd'hui, le harcèlement, il est même beaucoup plus virtuel. Parce que vous avez un couac avec un collègue au bureau, au sortir de là. Parce que malheureusement, ce qui commence sur Internet ne s'arrête pas sur Internet. Internet, oui. Parce qu'il va vous attaquer sur Internet, mais l'impact ou les effets psychologiques, vous n'allez plus dormir, vous n'allez plus sortir, vous serez mal. Ça veut dire que ça a commencé sur Internet, mais ça ne va pas finir là. Parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont même du mal à se présenter en public parce que la nudité a été mise au grand jour sur Internet. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que oui, effectivement, aujourd'hui, nous avons de nouveaux types de violences qui sont là et qu'il va falloir qu'on prenne cela en compte, aussi bien en matière de riposte que de réponse. Qu'est-ce que j'entends par riposte? C'est que vraiment dans la sensibilisation, il faut que les acteurs de la société civile puissent prendre en compte ces violences-là qui s'opèrent aujourd'hui à travers le numérique. Cyberharcèlement, cybercriminalité et tout, qu'on puisse attirer l'attention des jeunes filles aujourd'hui dans des sensibilisations en disant faites attention lorsque vous êtes en couple. Vous n'êtes pas obligé de partager votre nudité, même si c'est quelqu'un qui vous promet le mariage. Parce qu'une fois que ces photos-là sont sorties de votre téléphone, vous ne pouvez plus les contrôler et elles ne vous appartiennent plus. Donc il est important, comme je parlais, je le disais tantôt, de sensibiliser, et aussi la loi devrait prendre en compte ces violences numériques là aujourd'hui qui finalement sont même beaucoup plus sensibilisées. La société civile, les gouvernants, les entreprises de technologie doivent travailler ensemble. Et il y a 16 jours, j'ai entendu 16 jours quand on parlait en offre. 16 jours d'activisme en 1 minute. Il s'agira de quoi pour cette édition? Alors, les 16 jours d'activisme, c'est quoi? C'est une période pendant laquelle surtout et surtout la société civile, toutes ces personnes-là qui portent ces causes-là doivent véritablement faire du bruit. On parle d'oranger le monde, mener des actions concrètes. Mais cela ne veut pas pour autant dire qu'après les 16 jours, la lutte s'arrête. Non. Les 16 jours, c'est du 25 novembre au 10 décembre. Donc, on clôture les 16 jours d'activisme avec la Journée internationale des droits humains, donc le 10 décembre. Mais du 16 au 25, vraiment, c'est la société civile d'abord, comme vous l'avez dit, parce que c'est eux les activistes, et ensuite aussi des activités, l'État, d'autres partenaires, les bailleurs de fonds, et puis pouvoir clôturer le 10 décembre. Merci beaucoup, Madame Nicole Nguema-Métogo. Vous êtes expert genre et développement social, surtout présidente de l'ONG Agir pour le genre. Merci d'être passée sur notre plateau. On aurait pu discuter pendant une cinquantaine de minutes. Plein de choses dont on n'a pas parlé. Il est débuté. Il reste sur sa fin. Il veut poser des questions, mais il sent que ça va être compliqué. Merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. On vous reçoit très vite dans une autre thématique, certainement. Je suis disponible.